C'est tout un honneur pour un chef d'être nommé chef de l'année par la Fédération culinaire canadienne. Et en 2013, l'honneur revenait à Jacques Lepage. Ça fait 45 ans que le chef Jacques mijote ses plats, très souvent sur feu de bois, avec autant de passion que le premier jour. Jacques Lepage a commencé sa carrière par hasard dans un camp de pompiers forestiers dans le nord de l'Ontario. Il a cuisiné dans des hôtels et des restaurants. Mais le goût de l'aventure était toujours au rendez-vous. Quand des touristes étrangers avaient besoin d'un chef pour leurs expéditions en traîneau à chien ou en canot, Jacques Lepage était de la partie. Il y a quelques années, un service de traiteur à Plantagenet, dans l'Est ontarien, avait besoin d'un chef pour remplacer pendant quelques jours. Jacques Lepage s'est présenté à la binerie Plantagenet et il n'en est jamais parti. Chef Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef cuisinier depuis une quarantaine d'années maintenant. Vous venez d'être couronné chef de l'année par la Fédération culinaire du Canada. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça? Je trouve que c'est une bonne façon de voir ma retraite approcher. Mais non, c'est un honneur que, oui, ça fait quelques années que j'aurais aimé avoir. Puis même cette année, je ne m'attendais pas à l'avoir. J'avais d'autres bons chefs en ligne. Puis quand m'ont annoncé comme chef national de l'année, ça se décrit pas comment on se sent. Puis je l'ai pris pour le monde qui m'entoure. Je me dis, tu sais, si je suis rendu là, c'est grâce à mes clients, c'est grâce à mes confrères en cuisine. Parce que c'est grâce à eux autres si je suis rendu là, dans le fond. C'est eux qui m'ont amené jusqu'en haut. Faut dire que vous êtes un peu tombé dans la marmite, parce qu'au départ, vous n'étiez pas parti pour que vous soyez chef cuisinier, n'est-ce pas? Non, c'était pas dans mes plans d'avenir. C'est drôlement arrivé. Dans un premier temps, j'ai appris à faire de la cuisine chez les scouts. J'avais 14 ans, 15 ans. Ensuite, en 68, j'étais dans un camp forestier comme pompier forestier, dans le nord de l'Ontario, lorsque le cuisinier du camp, on l'a trouvé décédé dans sa cabane le matin. Fait que là, il n'y avait plus personne pour faire manger. Ça fait qu'on était 25 hommes sur le terrain. Puis là, tout le monde dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai levé la main parce que je parlais pas beaucoup l'anglais. Puis j'ai dit, have no fear. Have no fear. C'est après que je savais dire en anglais. Fait que j'ai dit, mon frère à déjeuner. Fait qu'il y a un autre gars qui était là, qui lui comprenait le français, il venait de Toronto. Là, il a expliqué aux autres que j'étais pour leur faire à déjeuner. Fait que tout le monde était comme moi. Fait que je me suis ramassé dans la cuisine, fait à manger pour les 25 hommes, le déjeuner, le dîner, encore le souper, il n'y a pas trouvé personne venir travailler au camp. Fait que j'ai fait ça pendant 2 jours et demi de temps, jusqu'à temps qu'il trouve une madame de Honnepin Lake, m'a tourné sur son nom, Madame Vallière, très gentille. Ça fait qu'elle a pris la relève. Tous mes temps libres, j'allais les passer avec elle en cuisine, parce que j'adorais faire la cuisine. Mais je disais toujours, non, je ne suis jamais un cuisinier. Là, je le faisais par plaisir de le faire. Qu'est-ce que vous leur avez fait à manger aux pompiers, aux 25 pompiers? Dans ce temps-là, des affaires bien simples qu'on faisait à la maison, des pâtés chinois, puis des ragoûts de bœuf, puis des boulettes. Des affaires que j'étais habitué de faire, parce qu'on avait tout de même une grosse famille, on était 6 enfants, puis mes parents travaillaient tous les deux, ça fait qu'on avait appris à cuisiner jeune à la maison. Fait que je me disais, pour 8 ou pour 25, c'est juste un petit peu plus. Fait que... Là, à quel moment est-ce que vous êtes réellement devenu chef cuisinier? De fil en aiguille, j'ai rencontré un ancien chef cuisinier de chantier. On s'est rencontrés tout bonnement même, on parlait de ça, puis il dit « Ah, j'aurais besoin de quelqu'un. » Puis cet été-là, j'avais pas de travail, fait qu'il dit « Bon, on va aller faire ça. » Fait qu'il m'a engagé comme shorter de cook, qui appelait ça dans le temps. Fait que j'ai passé l'été là. Ensuite, il y a quelqu'un au château Montebello qui m'a appelé, il dit « Ah, tu vas venir travailler au château. » Fait que j'ai été au château. Au château, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. Là, je savais vraiment pas. Puis à un moment donné, dans ces années-là, je me disais, bon, ça faisait plusieurs années que je faisais ça. Je faisais de la cuisine, j'ai travaillé mécanicien. Puis quand je cherchais un job, je cognais trop une porte de restaurant. Vous vous êtes promené un peu partout et à un moment donné, vous êtes allé dans le Grand Nord canadien. Oui, pour faire 2 choses, n'est-ce pas? Oui. Au départ, j'avais vu une position s'ouvrir comme Food Quality Manager pour des bases arctiques. Des bases civiles pour Énergie Mines et Ressources Canada dans ces années-là. Puis j'ai regardé avec mon expérience, j'ai dit, je sais comment nourrir des gangs d'hommes. Loin, je sais qu'ils veulent bien manger, j'ai des bons contacts d'un fournisseur. Fait que je me suis présenté à l'offre d'emploi.
Puis là, on m'a passé en entrevue. Ça a été c'était drôle un peu. Ça fait que parce que j'avais pas de 12e année, j'avais pas 2 ans, 3 ans, je pense qu'ils demandaient à une école culinaire. Mais j'avais une expertise en cuisine, tu sais. Puis une expertise dans le bien manger. Ça fait que de fil en aiguille, ils m'ont offert l'emploi. Après 1 an, ils m'ont offert le poste de material manager. Ils ont trouvé que je faisais un bon job dans les achats de nourriture. Ils disent là, tu pourrais tout acheter. Ça m'a amené à voyager, tout l'Arctique canadien, Hazelwood Bay, Tuktoyaktuk. Vous avez fait d'autres expériences dans le Grand Nord canadien. Vous Oui. avez accompagné des touristes en expédition de traîneau à chien. Ouais, En ça, tant que cuisinier. en tant que cuisinier. L'hiver, à un moment donné, ça me tentait plus d'être en cuisine. Mais je voulais pas lâcher la cuisine, ça fait que j'avais vu ça. J'avais déjà des chiens de traîneau. J'ai dit, bon, on va partir avec faire du tourisme. Puis leur apprendre comment que les Canadiens français mangeaient en expédition dans le début 1900 et tout. Fait que j'ai commencé à faire des voyages en traîneau à chien, puis faire des repas là, presque gastronomiques, on pourrait dire. C'était pas servi dans le grand luxe, mais le repas même, c'est quasiment gastronomique. Par exemple, qu'est-ce que vous serviez? Ouais, on fait des bœufs bourguignons là, en plein milieu d'une forêt. Là, un soir, t'as arrêté tôt. Ça figurait un bon petit bœuf en cube, un petit green pepper steak, c'est un peu de bois, ça se cuit vite. Des stir-fry de toutes sortes de viandes. Parce que l'hiver, c'est le fun, parce que j'avais toujours de la viande fraîche. On apportait ça congelé, fait que ça allait bien. Mais là, vous ameniez ça dans le traîneau avec vous? Dans le traîneau. Chaque traîneau avait une certaine quantité de cargaison, parce qu'il faut penser à la nourriture des chiens aussi. La nourriture, le monde, les équipements qu'on a besoin. Fait que j'amenais ma panoplie de cuisine mobile, de chaudrons, de plats. Puis quand on arrivait à un campement, bien, la première chose, c'est de monter le feu. Moi, je m'occupais de mon feu, je m'occupais de la bouffe, les autres s'occupaient des chiens, puis des clients qui étaient avec nous. Ça, c'était l'hiver. Ça, c'est l'hiver. L'été, vous faisiez du canot. J'ai fait la même chose en canot, mais pas dans les mêmes années. Il fallait changer un peu. L'été, j'ai fait beaucoup de canots camping pour des groupes européens, hollandais, français, allemands et québécois, évidemment, puis toujours dans un contexte de bien manger. Je ne faisais pas des expéditions là, pour aller se casser la gueule, puis tu manges des produits séchés. Là. J'aimais bien manger là, des produits frais. Là. J'avais élaboré une technique de garder des viandes congelées pendant 3-4 jours pour que la 4e journée, on pouvait manger un vrai steak. Comment vous faisiez ça? Bon. C'est la façon qu'on le congelait. Tu le congèles, tu l'enveloppes dans un papier journal 30, tu le recongèles. Tu fais ça 3-4 fois. Fait qu'il vient que tellement un peu de glace, tu l'enfouis dans des sacs. Chaque fois que tu arrêtes, c'est mis à l'ombre. Fait que c'est long à dégeler du papier gelé. Puis qu'est-ce que vous préfériez? L'hiver ou l'été? En traîneau ou en canot? Préférence en traîneau, mais le canot aussi. J'étais en amour avec le canot. Parce que c'est une paix totale. Que ce soit en canot ou en traîneau à chien. Parce que des fois, on sortait, j'amenais les clients le soir en traîneau pendant une balade au clair de lune. Là. Puis je leur disais, aucune lampe de poche. On laisse les chiens aller sur le sentier. Là. Puis juste écouter les bruits. Dans la nature, là, c'est la meilleure place. Puis c'est là qu'on découvre comment est-ce qu'ils sont le monde. J'ai amené en canot, c'est pareil. Tout le monde veut faire du canot. Mais quand tu pars 14 jours, c'est là qu'on découvre. Si les gens sont tes amis, là, tu vas voir dans 14 jours, ils sont encore tes amis. C'est des temps durs. Lui a passé l'avant-midi en dessous du feu. Ah oui. Mais là, c'est pas toutes les bines qui sont faites de même. Non. Là, sont prêtes. Wow! Dites-moi, c'est votre recette ancestrale? Pas ancestrale totalement, là, parce que j'ai 60 ans. Mais c'est une vieille recette. Venez, madame, ça fait plaisir. Merci! On l'a réussi. Oh, c'est très bon. Vous êtes né au Québec, mais vous avez quand même grandi ici dans la région de Prescott-Russell. Donc, vous connaissiez la binerie Plantagenet. Oui, dans ces années-là, ça s'appelait la binerie Les Bines à Paulin, qui est le père d'Alain qui a fondé la binerie. Chez nous, au monde, à Chénéville, Lac-Simon, ces petits coins-là, dans le fond des bois. Je dis au monde dans le bois, parce qu'on était dans le bois dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'hôpital, le médecin venait à la maison. On a déménagé en Ontario, j'avais environ 4 ans, dans les années 55. Puis j'ai toujours été élevé dans Prescott-Russell. J'ai été élevé à Rutland, j'ai demeuré à Hammond, Corrin, Plantagenet. C'est un milieu que je connais très bien. Et qu'est-ce qui vous a amené ici à la binerie? Le hasard.
À cause un peu de l'écho d'un peuple, méga spectacle qu'il y a dans la région, Alain m'avait approché, m'avait recommandé pour prendre un contrat avec eux parce qu'il cherchait un chef à faire de la cuisson sur feu de bois. Et puis, de fil en aiguille, on se connaissait comme ça. Puis, à un moment donné, il m'a appelé un matin, il était mal pris, il manquait un cuisinier. Ça fait que, vu qu'on ne laisse pas quelqu'un mal pris, fait que je vais aller te donner un coup de main. Puis, je devais être là pour 3-4 jours, lui aider, là, ça fait 4 ans. Donc, c'est une bonne chose. Je dirais que oui. C'est pas méchant parce qu'on fait une belle équipe. J'adore ça. Maintenant, vous, votre spécialité, c'est la cuisson sur feu de bois. C'est une passion pour vous. Qu'est-ce qu'on peut cuire sur le feu de bois? De tout. Tout ce que c'est qu'on peut cuire sur un four à la maison, on peut le cuire sur feu de bois. Mais il faut être patient. Il faut être patient, il ne faut pas être pressé de manger. Malgré que les temps de cuisson s'ajustent, un coup que quand tu en fais tous les jours, tu sais que ça prend tant de temps pour faire certaines choses. Faut être patient. Faut vraiment, parce que des fois, le feu est trop fort, faut que tu le baisses. Là, il vient trop bas, faut que tu le réalimentes. C'est une passion différente. J'adore cuisiner en cuisine, ça, c'est évident. Mais quand j'ai l'occasion de cuisiner à l'extérieur, là, c'est toujours, je sais pas, je trouve que c'est plus grandiose. Comment on s'y prend pour faire un bon feu de bois? Oui, c'est la qualité du bois qu'on utilise. Il faut qu'on travaille avec des bois francs, qu'on appelle des bois francs, comme de l'érable, du chêne, du frêne, des bois durs. Les bois durs font une bonne braise qui dure longtemps. Tu pars ton feu avec un bois mou, comme du traume, du bouleau, mais ça fait pas de braise. Mais pour le partir, c'est l'idéal. Puis après ça, tu mets du bon bois dessus, tu bâtis ta braise. Une bonne braise pour un feu, ça prend presque 2 heures. Avant d'avoir une braise là, qui monte à 500-600 degrés. Puis là, tu peux partir à partir de là. Dépendant si tu cuis dessus ou si tu cuis en dessous. Si tu cuis dessus, il faut que tu l'attendes un peu pour que la chaleur se propage, pour qu'elle baisse sa température. C'est une technique. C'est littéralement, c'est comme nos grands-mères qui cuisinaient dans les poêles à bois. C'était la technique de savoir comment de bois mettre dans le poêle pour que ça trouve chaud, pour que le fourneau garde sa température. C'est pour ça que les aliments étaient différents, parce que le feu, complètement aujourd'hui, dans les fours électriques, fours à gaz, tu as 5-10 degrés de variance entre le départ et l'arrêt. Un poêle à bois, tu n'as pas ça. Là. Tu peux monter à 50 degrés trop haut puis redescendre 50 degrés trop bas par le temps que tu l'as réalimenté. Je pense que c'est ça qui donnait vraiment les saveurs différentes du temps comparativement à ce qu'on fait aujourd'hui. Même aujourd'hui, en cuisine, j'adore cuisiner à feu lent. Cuisiner comme toute la nuit. Mettre une pièce de viande là, 12 heures au four à la place de 6 heures. Les saveurs qui ressortent dedans sont totalement différentes. La tendreté de ta viande, parce qu'elle n'a pas bouilli, elle a vraiment cuit tout doucement. Quelles sont vos recettes préférées? Ou qu'est-ce que vous aimez faire le plus sur le feu à bois? Sur le feu de bois, bien, j'adore beaucoup faire des ragoûts, des stews, des soupes. Une bonne soupe au pois, c'est un feu de bois, il n'y a rien de meilleur. On fait évidemment des bines sous le feu, en dessous de la braise. Ça va cuisiner pendant 6, 7, 8 heures. Puis à ce moment-là, on peut faire des bines, on peut faire du poulet, on peut faire une belle petite fesse de lard en dessous du feu. Là. Ça, c'est l'idéal. J'ai déjà fait une fesse de bœuf cuite dans de la glaise. Tout enrobé de glaise, puis bâtir un feu par-dessus. Puis ça a pris 26 heures à cuire. Puis c'est les saveurs qu'on va rechercher là-dedans. Maintenant, vous êtes traiteur, vous êtes chef, mais vous êtes surtout traiteur. Parlez-nous un peu de ce travail-là, parce que c'est pas quelque chose qui est commun non plus. Non, malgré qu'il y a beaucoup de traiteurs, beaucoup de gens se créent traiteurs parce qu'ils ont un restaurant. Fait qu'ils ont besoin de passer à autre chose, donc c'est correct, parce qu'on en a besoin. Nous, on fait strictement traiteur parce que ça devient une spécialité. Partir avec des repas chauds, puis les servir 2 heures ou 3 heures plus tard, puis qui sont encore à la même température, ça aussi, c'est une technique. On a les équipements pour, mais il y a des gens, malgré les équipements, tu vas manger un repas froid, c'est tiède, ça a perdu de saveur. Fait que les techniques de cuisson vont être différentes. Techniques de conservation, malgré tous les équipements modernes qu'il y a pour maintenir à chaud, maintenir la qualité égale pour un certain nombre de temps. C'est une des raisons pourquoi on a une cuisine, j'appelle ça ma cuisine d'appoint, qui est notre unité mobile. Parce que souvent, les protéines principales, j'adore cuire ça frais sur place. Où est-ce que le banquet va être servi, le gala va être servi. Lorsqu'on peut cuire frais, ça va être cuit frais sur place. Ça donne une meilleure qualité, un meilleur rendement. Puis,
La réussite dans un repas gastronomique, c'est faut que les chefs goûtent. Quand tu produis quelque chose, il faut que tu goûtes. Moi, il n'y a rien qui sort de ma cuisine sans que j'aie goûté avant. Et quelles sont vos recettes préférées de ce Mes côté-là? recettes préférées. Ici, on fait une fesse de bœuf qui est impeccable. C'est vraiment là, hors de l'ordinaire. On fait du méchoui, autant cochon sur la broche que cochon cuit au four parce qu'on lui donne les mêmes saveurs. Dans les assiettes servies, on travaille beaucoup de poulet, de porc, l'agneau. Puis ça dépend toujours des goûts des personnes. On n'essaie pas d'imposer quelque chose parce que nous autres, on adore faire ça. On laisse le client nous dire, bien, on aimerait goûter à tel produit. Souvent, les gens qui vont booker un banquet ici, on va leur offrir de venir faire une dégustation avant. Faire sûr que les saveurs qui s'attendent à recevoir au banquet, c'est ça qu'on va leur donner. Puis c'est arrivé à l'occasion, les gens disent, ah non, ça, j'aime moins ça, on devrait rajouter ça. Il faut rester ouvert à ça. Tu sais, si tu n'es pas ouvert à l'écoute, tu ne feras pas de la bonne cuisine. Quand vous devez servir 300, 400 personnes d'une cuisine mobile, par exemple, ça doit être stressant. Non, c'est une adrénaline totalement différente. Je dirais que c'est même un plaisir. C'est stressant pour le monde autour. Parce que là, ils te regardent aller, ils disent, vas-tu avoir le temps, vas-tu finir? Non, si on a fait une bonne mise en place avant de partir, c'est pareil comme si on serait dans notre cuisine. Tu sais? C'est la même chose si en cuisine, on n'a pas une bonne mise en place pour la journée d'événement. Oui, ça va devenir stressant pour tout le monde parce que tout le monde va courir, tourner en rond. Tandis que quand tu as une bonne mise en place, ça s'applique la même chose quand on sort avec une unité mobile. Vous êtes traiteur. Ça vous tentait pas d'avoir votre propre restaurant? J'ai déroulé un restaurant, une salle à manger. Non, c'est pas le même... Je dis trop, c'est pas la même obligation. Traiteur, c'est peut-être plus obligeant d'une façon différente qu'avoir ton restaurant. Quand j'ai eu mon restaurant, j'étais un chef très piqué, très dur. J'exigeais beaucoup du personnel parce que fallait que ça sorte comme moi je le voulais. Puis, le restaurant va marcher fort une journée, faible un autre. Le traiteur, tu sais à l'avance, tu vas parler avec tes clients, tu sais exactement qu'est-ce qu'ils veulent, tu as perfectionné ton mec, tu vas leur présenter. C'est comme un artiste qui prépare une peinture, je pense, comparativement au restaurant. Le restaurant, ça devient une routine. Tu as ça sur le menu, il faut que tu fasses ta mise en place sur ton menu. Tandis qu'un gala, un banquet, c'est comme faire une peinture nouvelle à chaque fois. Tu sais, choisir les bonnes couleurs. Bien, on peut faire des fers au lard avec tout. N'importe quoi. Parce que les voyageurs, eux autres, mettaient même du poisson dans le fer au lard. Ah oui. À ce moment-là, ils n'appelaient pas ça une fer au lard. Malgré qu'il y avait beaucoup de lard salé qui transportaient avec eux, mais n'importe quelle viande, gibier qu'ils trouvaient en cours de route. Parce que la vigne, la fer au lard, comme ça, il fallait cuire ça. C'était le salaire journalier d'un voyageur. Une tasse d'haricots blancs ou une tasse de pois. Puis s'ils revenaient de leur voyage, ils recevaient $1 pour chaque mois. À ce moment-là, ça prend $1, c'est une pièce. Oui, oui. Fait que s'ils revenaient du voyage, parce que de Montréal à Sault-Sainte-Marie, aller-retour, ça pouvait prendre 1 an et demi. Fait qu'ils revenaient, il y avait 18 piastres ou 20 piastres. À la journée, il y avait une tasse d'haricots qui leur était donnée en plus du lard salé qu'ils transportaient, puis qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver. En revenant, ils ne pouvaient plus jamais voir une bine. Non. Comme pour tout chef, tous les chefs, j'imagine que les ingrédients sont importants pour vous. Vous prenez vos ingrédients où? Dans la mesure du possible, je travaille avec les producteurs locaux. Les producteurs locaux, c'est large, je peux aller jusqu'à 100 km autour, parce qu'on est sur la frontière Ontario-Québec, donc souvent, on va acheter des produits du côté du Québec. Parce qu'en Ontario, on n'a pas autant de gros producteurs comme qu'on a du côté québécois. En saison, dans la mesure du possible, j'essaie d'acheter des produits de saison. C'est plus frais, c'est plus savoureux, c'est plus goûteux. Ça travaille beaucoup mieux qu'un produit qui a été transporté par la route pendant je ne sais pas combien de semaines. Parce que quand on a des produits qui viennent de Chine, puis du Brésil, puis d'Israël, c'est pas frais quand ça arrive ici. Là, ça n'a plus de saveur. On essaie, dans la mesure du possible, de travailler avec nos producteurs, puis aider la relève chez les producteurs. Parce que si on les encourage pas, à un moment donné, ils vont disparaître. Fait que je pense que c'est important qu'on... Puis la majorité des bons chefs travaillent avec le producteur. Ceux dans les grandes villes sont chanceux, ils peuvent aller directement au marché,
puis il va faire un choix là, multiple directement au marché, c'est frais du matin. Nous, ici, on est en campagne, ça fait qu'on essaie de se fier un peu sur les jardiniers qu'on connaît autour. Il y en a qui viennent nous voir, il y en a qu'on va aller rencontrer. Fait que c'est selon le besoin. Il y en a qui viennent nous livrer à la porte. Il y a un certain nombre de chefs cuisiniers dans l'Est ontarien. Depuis quelques années, il y a un certain engouement pour la gastronomie dans cette région-ci. Est-ce que vous travaillez ensemble avec les autres chefs ou est-ce qu'il y a une compétition, une concurrence qui existe entre vous? Moi, personnellement, il n'y a pas de concurrence. Parce que tout bon chef qui se parle, c'est un bon chef. On échange des connaissances, parce qu'on ne peut pas être le maître dans tout. Il y a des chefs qui vont être spécialisés dans un certain domaine de cuisine. À un moment donné, comme exemple, les végétariens. Moi, je suis un gars qui est trop végétarien. Fait que quand j'ai besoin de faire une cuisine végétarienne, bien, j'appelle des gens qui sont spécialisés dans le végétarisme pour me donner des idées de recettes, puis comment travailler les produits, c'est quoi qu'il faut mettre dedans. Puis je pense que c'est ça qui fait grossir la gastronomie dans une région. C'est que les chefs sont ouverts à parler avec d'autres chefs. Parce que, oui, on a chacun notre petit domaine dans la cuisine, mais des fois, moi, je dis toujours, c'est bon de l'ouvrir à grand le domaine. Laisser d'autres chefs rentrer, parce qu'il y a des chefs qui ne veulent pas avoir un autre chef dans sa cuisine. Moi, c'est le contraire. J'adore avoir des chefs invités. Des fois, j'en ai 6, 7. On a déjà été jusqu'à 12 chefs invités. Fait que, puis, c'est le résultat au bout. C'est merveilleux. On voit le visage du monde qui rayonne quand ils voient une panoplie de chefs, là, puis leur servir des repas, là, c'est inimaginable. Là, Est-ce que vous allez au restaurant des fois? À l'occasion. Assez souvent, trop souvent. Je suis critiqué au restaurant. Vraiment? Ça m'a pris 30 ans à critiquer dans un restaurant. Parce que je me disais toujours, tu sais, c'est un défaut. Un défaut professionnel. Fait que je chialerais pas, c'est correct, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais maintenant, non, c'est le contraire. Quand quelque chose est vraiment négatif dans une assiette, je vais faire venir la personne en charge, je vais lui expliquer le pourquoi. Puis je vais lui donner des trucs, comment que ça se corrigerait. Parce que dans le fond, c'est son commerce. Tu sais, je veux dire, s'il veut l'améliorer, il va l'accepter. S'il s'en fout, bien, j'ai pas perdu mon temps. Moi, j'ai expliqué ce que j'en pensais. Et quand vous êtes à la maison, est-ce que vous faites des bonnes bouffes? Jamais. Jamais? Non, jamais. Ma femme m'en fait. Moi, après une grosse journée de banquet, quand je finis à 10 h le soir, une canne de soupe et une sandwich, pour s'en va se coucher jusqu'au lendemain. Ça fait plus de 40 ans que vous pratiquez ce métier. Là, on m'a dit que ça faisait 44 ans en plus. Là. Moi, ça fait longtemps, je dis 40 ans, là, mais là, quelqu'un qui a compté les années m'a dit que ça fait au-dessus de 44 ans. Vous allez faire ça pendant combien de temps encore? Oui, aussi longtemps que la vie va m'amener là. J'essaie de ralentir, mais c'est plus fort que moi. J'adore tellement ça que... Mais j'aimerais ralentir. Aller voir d'autres horizons encore. Encore d'autres choses en cuisine que j'ai pas connues, que j'aimerais aller voir. Aller passer du temps avec les Thaïlandais. J'essaie de voir la cuisine thaïlandaise. J'adore manger de la cuisine thaïlandaise, mais je sais pas comment la faire. Fait que, je pense que c'est ça qui est le plaisir. Un bon chef thaïlandais, un petit village pas loin d'ici qui m'invite souvent, ça faudrait que j'aille le voir, prendre le temps de passer du temps avec. À tous les jours en cuisine, on apprend quelque chose de différent. Si c'est pas dans la cuisson, ça va être la façon de fonctionner, la façon de faire nos mises en place. Parce que chaque nouveau chef qui sort d'une école de cuisine a appris des techniques différentes. Selon l'école, selon le milieu, s'il a été école à Ottawa, à Montréal, à Sudbury, ils vont arriver avec des idées nouvelles. Puis c'est le fun parce qu'on découvre des choses nouvelles en faisant ça. En acceptant de travailler avec ces jeunes-là. Puis les encourager à continuer dans le domaine parce qu'on n'est pas éternel, évidemment. Fait qu'on a besoin de quelqu'un pour prendre notre relève. Chef Jacques, merci beaucoup. Bienvenue.
C'est tout un honneur pour un chef d'être nommé chef de l'année par la Fédération culinaire canadienne. Et en 2013, l'honneur revenait à Jacques Lepage. Ça fait 45 ans que le chef Jacques mijote ses plats, très souvent sur feu de bois, avec autant de passion que le premier jour. Jacques Lepage a commencé sa carrière par hasard dans un camp de pompiers forestiers dans le nord de l'Ontario. Il a cuisiné dans des hôtels et des restaurants. Mais le goût de l'aventure était toujours au rendez-vous. Quand des touristes étrangers avaient besoin d'un chef pour leurs expéditions en traîneau à chien ou en canot, Jacques Lepage était de la partie. Il y a quelques années, un service de traiteur à Plantagenet, dans l'Est ontarien, avait Aimé à voir. Puis même cette année, je ne m'attendais pas à l'avoir. Il y a d'autres bons chefs en ligne. Puis quand m'ont annoncé comme chef national de l'année, ça se décrit pas comment on se sent. Puis je l'ai pris pour le monde qui m'entoure. Je me dis, tu sais, si je suis rendu là, c'est grâce à mes clients, c'est grâce à mes confrères en cuisine. Parce que c'est grâce à eux autres si je suis rendu là, dans le fond. C'est eux qui m'ont amené jusqu'en haut. Faut dire que vous êtes un peu tombé dans la marmite, parce qu'au départ, vous n'étiez pas parti pour que vous soyez chef cuisinier, n'est-ce pas? Non, c'était pas dans mes plans d'avenir. C'est drôlement arrivé. Dans un premier temps, j'ai appris à faire de la cuisine chez les scouts. J'avais 14 ans, 15 ans. Ensuite, en soi souper, à pas trouver personne venir travailler au camp. Fait que j'ai fait ça pendant 2 jours et demi de temps. Jusqu'à temps qu'il trouve une madame de Harney-Pingley qui m'a tourné sur son nom, Madame Vallière, très gentille. Ça fait qu'elle a pris la relève. Tous mes temps libres, j'allais y passer avec elle en cuisine, parce que j'adorais faire la cuisine. Mais je disais toujours, non, je suis jamais un cuisinier. Là, je le faisais par plaisir de le faire. Qu'est-ce que vous leur avez fait à manger aux pompiers, aux 25 pompiers? Dans ce temps-là, des affaires bien simples qu'on faisait à la maison, des pâtés chinois, puis des ragoûts de bœuf, puis des boulettes. Des affaires que j'étais habitué de faire, parce qu'on avait tout de même une grosse famille, on était 6 enfants, puis mes parents travaillaient tous les deux, ça fait qu'on avait appris à cuisiner jeune à la maison. Fait que je me disais, pour 8 ou pour 25, c'est vrai, c'est un petit peu plus. Fait que... besoin d'un chef pour remplacer pendant quelques jours. Jacques Lepage s'est présenté à la binerie Plantagenet et il n'en est jamais parti. Chef Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef cuisinier depuis une 40aine d'années maintenant. Vous venez d'être couronné chef de l'année par la Fédération culinaire du Canada. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça? Je trouve que c'est une bonne façon de voir ma retraite approcher. Mais non, c'est un honneur que... Oui, ça fait quelques années, j'aurais 68, j'étais dans un camp forestier comme pompier forestier. Dans le nord de l'Ontario, lorsque le cuisinier du camp, on l'a trouvé décédé dans sa cabane le matin. Fait que là, il n'y avait plus personne pour faire manger. Ça fait qu'on était 25 hommes sur le terrain. Puis là, tout le monde dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai levé la main parce que je parlais pas beaucoup l'anglais. Puis j'ai dit, have no fear. Have no fear. C'est après que je savais dire en anglais. Fait que j'ai dit, mon frère à déjeuner. Fait qu'il y a un autre gars qui était là, qui lui comprenait le français, il venait de Toronto. Là, il a expliqué aux autres que j'étais pour leur faire à déjeuner. Fait que tout le monde était comme, ouais, tu sais. Fait que je me suis ramassé dans la cuisine, fait à manger pour les 25 hommes, le déjeuner, le dîner, encore le